Le marché est ouvert, les pancartes à vendre sont installées et certaines ventes sont même déjà conclues. À quoi s'attendre d'ici la date limite des transactions? Quelles sont les plus belles aubaines disponibles sur le marché? Que fera Kent Hughes à travers tout ça? Oh, et sommes-nous encore sur le point de voir une méga transaction? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Les dernières semaines ont été riches en rebondissements sur le marché des transactions. Les Canucks sont pas mal officiellement annoncés qu'ils partaient en quelque chose, que ce soit reconstruction, reset, peu importe. Les Rangers, eux, ont ressorti le communiqué de Jeff Gorton d'il y a quelques années pour partir en retool. Bon, soyons honnêtes. Ce que les Rangers ont besoin, eux, c'est une reconstruction. Et les Flames n'ont rien annoncé pantoute, mais ils sont passés à l'action. On peut donc dire que le marché est officiellement ouvert. On a 3 formations qu'on peut affirmer qu'elles sont vendeuses. Il risque d'y avoir beaucoup d'acheteurs et quand même pas mal d'équipes quelque part là, dans le upside down où on ne sait pas trop ça va être quoi les intentions. Avec tout ça, on aura droit à une belle période des transactions. On en a déjà une, en fait, et elle ne va que se poursuivre. Voici les 5 histoires, personnellement, que je vais surveiller avec le plus d'attention d'ici la date limite. Et on débute avec Artemi Panarin. Où va-t-il se retrouver? Pour moi, ça a été une petite bombe, le communiqué des Rangers de New York. Normalement, je dirais ici qu'un joueur de la trempe de Panarin disponible comme ça en plein milieu de saison, c'est extrêmement rare. Puis tu réalises qu'il serait le 3e joueur d'envergure transigé en pleine saison dans la dernière année après Mikko Rantanen et Quinn Hughes. Est-ce que j'ai de manquer de respect à Martin Necas en le nommant pas? Peut-être, mais tant qu'à moi, c'était vraiment ces deux gars-là, les gros morceaux. Mais bref, ajoutons Martin Necas juste pour qu'il n'y ait pas un fan des Hurricanes de Caroline ou de l'Avalanche du Colorado qui soit fâché après moi dans les commentaires. Donc, est-ce qu'en fait Panarin confirme une nouvelle tendance dans la LNH où même des joueurs de ce calibre deviennent fréquemment disponibles? Pour ceux qui n'ont pas suivi, les Rangers ont informé l'agent de Panarin qu'ils n'avaient pas l'intention de lui offrir un nouveau contrat et qu'ils étaient prêts à travailler avec lui sur une transaction qui ferait son affaire. Ce dernier élément-là qui ferait son affaire, c'est très important. Panarin a le plein contrôle sur son avenir. Il a une clause de non-échange complète. Mais où pourrait-il atterrir? Ce qu'on a appris, c'est qu'il préconiserait, selon Elliot Friedman, une destination où il resterait à long terme. Autrement dit, il ne veut pas déménager 2 fois. Il veut se faire transiger, signer, rester là. À ce stade-ci de sa carrière, 34 ans, il est naturel de penser que Panarin voudrait aller chez un aspirant établi. Des noms comme Dallas et le Colorado viennent donc rapidement en tête, surtout que du côté de Colorado, on avait tenté de le signer lorsqu'il était devenu agent libre et qu'il était finalement allé à New York. Le Colorado, par contre, n'a pas nécessairement les meilleurs actifs à donner aux Rangers. Il faudrait également que ça cadre sous le plafond salarial. Du côté des Stars, je vois le fit, point de vue hockey. À ce stade-ci, Panarin serait tout un complément. Et ce qui est intéressant à surveiller chez Dallas, je lance ça en l'air. Il n'y a aucune information qui est sortie à ce sujet-là. C'est moi qui essaie d'imaginer une transaction Rangers-Stars. Pourrait-on réussir à boucler une méga transaction impliquant Jason Robertson? Et d'abord, là, aux personnes qui m'ont dit dans un épisode récent, mais voyons donc, faut être cave, faut penser que les Stars vont échanger Robertson. Non, pas du tout. Faut au contraire pas s'informer pour ne pas être au courant qu'une transaction Robertson est une réelle possibilité. Pourquoi? Tout porte à croire que ses demandes salariales sont similaires à Mikko Rantanen. Et ça va être très compliqué pour les Stars de Dallas à offrir. On n'a pas l'espace sur le plafond salarial pour pitcher un autre gros contrat à la Mikko Rantanen à Jason Robertson. Donc, soit Robertson accepte moins pour continuer à jouer avec Dallas, ce qui est une possibilité. Mais selon les informations qu'on entend un peu partout, il voudrait du Mikko Rantanen money et donc, pour cette raison-là, pourrait être transigé par les Stars de Dallas plutôt qu'être perdu pour absolument rien en retour sur le marché des joueurs autonomes. Bref, il y a plusieurs autres formations prétendantes à surveiller, mais elles font toutes plus ou moins de sens pour des raisons de plafond, que ce soit les deux Florides ou Vegas. Je crois que Vegas réussit toujours à tout faire rentrer dans les livres. Là. Go figure. Il y a aussi beaucoup de rumeurs entourant les Capitals de Washington. On a des actifs à offrir, de l'espace sous le plafond. Bien sûr, Ovi est là. Bon, il y en a qui diront qu'historiquement, les deux étaient
très opposé sur ce qui se passe politiquement en Russie, mais n'allons pas là. Est-ce que Panarin voudrait y aller? Honnêtement, je peux imaginer ça aussi. Mais je vous propose une alternative. Une qui n'est pas un aspirant, du moins, pas à court terme, et qui va le devenir très, très vite. Les Sharks de San Jose. San Jose peut offrir énormément à New York et offrir également énormément en salaire à Panarin. Imaginez un instant. Panarin aux côtés de Macklin Celebrini. Yo, ça, c'est un accélérateur de reconstruction x 1000 et les Sharks pourraient effectivement devenir aspirants alors que Panarin est toujours là comme vétéran dans un rôle, disons, mi-secondaire. Dans la mi-trentaine, Panarin est encore un gars qui est en voie d'avoir une saison de 90 points cette année. Si, par exemple, l'an prochain, il est avec les Sharks pour une saison complète, j'ai aucune difficulté à le voir aux côtés de Macklin Celebrini sur un premier avantage numérique dévastateur, avoir encore une fois une saison de 90, 100 points ou plus. J'adore l'idée. J'adore l'idée d'Artemi Panarin avec les Sharks de San Jose. Mais Bradman, lui, est-ce qu'il aime l'idée? Là est la question. C'est la première histoire que je vais surveiller. La deuxième, est-ce que les Blues vont passer des paroles aux actes? Ça fait quelques semaines maintenant que Doug Armstrong a mis sa ligne à l'eau et annoncé que rien n'est intouchable à Saint-Louis. OK, c'est beau dire ça. Est-ce qu'un poisson va venir mordre à sa ligne pour son plus gros hameçon? Robert Thomas, ou peut-être encore pour Jordan Kyrou, qui, oui, maintenant, il a une clause de non-échange complète, mais beaucoup d'informations sortent comme quoi Kyrou serait prêt à lever la clause de non-échange. Je persiste et signe. Robert Thomas peut changer la trajectoire d'une équipe. Il peut être l'élément qui fait d'une formation un solide aspirant pour les 5 prochaines années minimum. Pas n'importe quel aspirant quand même, pas n'importe quelle formation plutôt deviendrait aspirante avec Robert Thomas. C'est pas Connor McDavid, mais c'est un vrai centre numéro 1 de la LNH. Et s'il s'en va dans une formation qui a déjà un excellent premier centre, ben ça donne instantanément un des meilleurs duos de centre dans la LNH. Je continue de croire que c'est impossible que Robert Thomas soit échangé. Le prix est trop élevé. C'est une des raisons pourquoi cette histoire me fascine autant. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Est-ce que je suis dans le champ? C'est un joueur de centre qui produit à un rythme d'1 point par match, signé à un contrat très avantageux. 8,125 millions pour encore 5 saisons dans le cas de Robert Thomas. Mais si une équipe croit que c'est le joueur qu'il lui faut, ça vaut la peine. Je disais que des joueurs comme Panarin sont en théorie rarement disponibles. C'est autant, sinon plus vrai dans le cas de Thomas, parce que dans le cas de Thomas, il a 26 ans. Il est sous contrat pour 5 autres 16 ans. Je veux dire, il est dans son prime. Alors que Bradman, malheureusement, en théorie, n'est plus dans son prime. Et parlant d'équipes qui devraient s'intéresser à Thomas, il y a le Canadien de Montréal. Mais si tu es rendu aussi loin dans l'épisode d'aujourd'hui, assure-toi d'être abonné, tu vas rien manquer. Et on est maintenant en route vers 35 000 abonnés. Alors, ton boy l'apprécierait. Je disais que le Canadien de Montréal devrait s'intéresser à Robert Thomas. Est-ce que Kent Hughes va continuer d'améliorer l'équipe d'ici la date limite des transactions? Ce que va faire le Canadien cette année à la date limite, ou d'ici la date limite, devrais-je dire, pour moi, c'est imprévisible. Je pense pas qu'on va rien faire, simplement parce qu'on a trop de joueurs. Il faut trouver un moyen de couper dans les graisses sans tout perdre au balotage. Fait que même si on prend juste certains de nos joueurs, particulièrement en attaque, puis on les échange contre des trucs qui ne vont pas nécessairement aider à court terme, je pense qu'il faut faire le tri dans la panoplie de joueurs qu'on a accumulés dans les derniers mois. La priorité toute l'année, ça a été le fameux deuxième centre. Mais tout porte à croire qu'avec la saison qu'il connaît, qu'on est à l'aise avec Oliver Kapanen et que le jeu de celui-ci va peut-être même acheter du temps à Kent Hughes. Autant tu as trop de joueurs, autant tu as besoin de renfort à l'aile, ceci étant dit. Et non, c'est pas contradictoire. Au hockey, quantité n'égale pas qualité. Le jeu de Kirby Dach, s'il peut, s'il vous plaît, rester en santé, aura peut-être un gros impact dans la décision que va prendre le Canadien. Serions-nous vraiment à l'aise de faire la course aux séries sans réelle option autre que Juraj Slafkovský pour jouer aux côtés de Caulfield et Suzuki et que le plan de secours soit Alexandre Texier? Les progrès d'Alex Newhook dans sa réhabilitation aussi vont être à prendre en compte. Si on croit que Newhook est prêt à revenir à temps pour jouer plusieurs matchs et aider l'équipe à faire les séries, peut-on le réinsérer aux côtés de Kapanen et Demidov et renvoyer Slav sur le premier trio? Ces deux unités-là fonctionnaient très bien en début de saison et donc pas nécessairement besoin d'une acquisition pour aider le top 6. Et évidemment, à travers tout ça,
Est-ce que le Canadien va faire des transactions impliquant certains de ses jeunes joueurs, simplement parce qu'on commence à en avoir beaucoup? Ben tout ça, ça va être à voir du côté du Canadien. À Vancouver, les Canucks réussiront-ils à refiler le contrat d'Elias Peterson? Depuis que la vente de feu est amorcée en Colombie-Britannique, je me dis que Peterson, lui, à moins de retrouver sa touche, là, il est pris là. Qui voudrait d'un joueur payé 11,6 millions qui joue comme un joueur en réalité de quoi? 7,5 depuis 2 ans? Bien, selon plusieurs insiders, dont Elliot Friedman, les Hurricanes seraient toujours intéressés à ses services, ainsi que les Red Wings de Détroit. Si on exclut le salaire, j'adore le fit à Détroit pour Peterson. Je pense qu'un vrai deuxième centre, c'est peut-être ce qui manque aux Wings, sans manquer de respect à Andrew Copp. D'ailleurs, on dit que du côté des Canucks, on voudrait, en plus de jeunes actifs, au moins un joueur de centre qui joue présentement dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'un gars comme Copp, c'est un gars qui pourrait aller en retour à Vancouver? On parle beaucoup d'Jesperi Kotkaniemi du côté des Hurricanes de la Caroline. Bref, Détroit a définitivement des munitions à offrir. On a beaucoup d'espace sous le plafond, tant cette année que l'an prochain. C'est là que je verrais Peterson aller. Personnellement, on a aussi un historique avec les joueurs suédois à Détroit. Mais est-ce que Stevie Y va oser? Souvenez-vous, l'an dernier, on n'avait pas voulu le faire et ça avait même valu un point de presse corsé en fin de saison du capitaine Dylan Larkin, qui n'en revenait pas qu'on n'avait pas amené de l'aide à la date limite. Donc, ça va définitivement être à surveiller. Est-ce que les Canucks vont réussir à refiler Elias Peterson? Et personnellement, ma cible, Détroit. Il y en a beaucoup d'autres histoires à surveiller. Qu'est-ce que va faire Nashville? Est-ce qu'on va abdiquer avec la gang de vêtements qu'on était allé chercher? À quel point Calgary vont-ils réussir à vendre? Mais pour moi, ce qui me fascine le plus, c'est l'avenir d'Alex Stock. Est-ce qu'il va être échangé par les Sabres? Imaginez un instant. Au moment où j'enregistre cet épisode, les Sabres de Buffalo ont gagné 14 de leurs 16 derniers matchs. Ils pourraient enfin mettre un terme à la plus longue séquence sans série dans la Ligue, 14 ans. Tout va pour le mieux! Et on va peut-être échanger Alex Stock. Et là, avant de me dire, là, la même gang qui disait « Voyons donc, Jason Robertson ne sera pas échangé », puis là, qui disent « Ben voyons donc, pourquoi les Sabres feraient ça? » Les contrats, guys! Les contrats! Les contrats! C'est ça la réalité dans une Ligue nationale de hockey avec plafond salarial. Alex Stock pourrait demander, selon plusieurs informations, un salaire similaire à celui qu'a paraffé Adrian Kempe avec les Kings. 10,625 millions. Vous voyez le petit chiffre ici à côté, là? C'est une grosse augmentation, ça, 10,4 par rapport à 4,75. J'adore Alex Stock. 6 pieds 4 peut marquer 30 buts, récolter 70 points. Gars fait pour les séries dans mon livre. Dans la nouvelle LNH, 10 millions pour Alex Stock, là, en 2026, moi, ça ne m'apparaît pas si farfelu. Mais il y a quand même 29 ans. C'est donc un contrat qui peut, voire devrait, en théorie, mal vieillir. Les Sabres, malgré tout ce qu'ils font en ce moment, se tireraient-ils plus dans le pied à moyen long terme avec une telle prolongation de contrat qu'en l'échangeant pour de bons actifs? Est-ce qu'on peut flipper Tuck sans nécessairement être vendeur? Ensuite, prendre les actifs pour aller chercher un joueur plus jeune, mais qui vient aider immédiatement l'équipe. Je sais pas, mais pauvre fan des Sabres, pour une fois que tout va bien, ça va peut-être être de très, très courte durée. Voilà ce que je vais surveiller comme histoire d'ici la date limite des échanges. Je le disais, il y en a beaucoup d'autres. Donc, laisse-moi savoir en commentaire, toi, qu'est-ce que tu vas surveiller avec le plus d'attention sur les histoires dont j'ai parlé aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vois d'autres destinations potentielles pour des gars comme Panarin, Elias Peterson? Qu'est-ce que tu vois le Canadien faire d'ici la date limite? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!